mon champ de recherche, c'est l'histoire contemporaine de l'Europe, XXe siècle essentiellement. Et dans cet ensemble, il y a des sous-ensembles. Et dans un de ces sous-ensembles, il y a effectivement la naissance de l'idée d'Europe à travers les conflits contemporains. Comment les conflits contemporains ont été des accélérateurs, si j'ose dire, de la création du sentiment européen. Voilà ce qu'on pourrait dire brièvement. Merci de m'inviter, surtout merci de me donner l'occasion de parler d'une figure assez extraordinaire par son engagement et par sa capacité à concevoir un idéal et d'aller jusqu'au bout de cet idéal. Aujourd'hui, on a l'impression qu'évoquer les conflits européens, évoquer la guerre des valeurs aussi, que ça peut être quelque chose qui est arrangé dans les accessoires de l'histoire. Et souvent, je dis à mes étudiants, qui sont jeunes, bien sûr, je dis, n'oubliez pas que l'histoire est tragique. Et je leur avais dit en janvier, parce que j'inaugurais un cours magistral, comme on dit, devant un amphithéâtre, au mois de janvier, je leur disais, n'oubliez pas que l'histoire est tragique et on ne sait pas ce qui peut se passer. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas si loin que ça de nous, en fait. Et on peut encore rencontrer des témoins. Moi, j'en ai rencontré beaucoup dans mes recherches, bien sûr, mais encore aujourd'hui, il y a des témoins, des victimes de cette guerre qui existent encore. Donc ne pensez pas que c'est de la préhistoire. Et un mois après, arrivait la guerre sur le continent européen. Et les étudiants m'ont regardé un peu autrement à ce moment-là. Et je dis oui, les historiens ont cette capacité à réconcilier justement la globalité de la temporalité, le passé, le présent et l'avenir. Et on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on n'a pas la conscience qu'on appartient à l'histoire. Bien sûr qu'il n'y a pas de leçon d'histoire, parce que l'histoire ne se répète jamais. Néanmoins, il y a une intelligence des événements qui peut nous donner des enseignements. Voilà, donc Bertolt Brecht, j'ai intitulé ça « Un engagement dans les luttes du XXe siècle ». Je dis bien « les luttes », parce qu'il y a eu plusieurs luttes. Je vais vous montrer deux photos que j'ai prises récemment. L'une, 16 rue de l'Université, à Paris. C'est là où elle a eu son deuxième appartement et où elle recevait beaucoup de réfugiés victimes de la montée en puissance des idéologies liberticides, franquisme, fascisme, nazisme, etc. Parce qu'il y en avait partout. Hongrie, Roumanie, j'en passe. Donc il y a eu un moment européen liberticide qui se situe au milieu des années 30. Alors je lis la plaque. Ici vécut Bertolt Brecht, héroïne de la résistance, compagnon de la libération, une des fondatrices du mouvement Combat, oui. Alors MLN, ça veut dire Mouvement de Libération Nationale, ou aussi Mouvement de Libération Française. C'était le proto-mouvement, la proto-organisation qui allait devenir le plus grand mouvement de résistance, Combat, créé par Henri Freinet. Si on parle de Bertolt Brecht, on parle de Henri Freinet. Si on parle de Henri Freinet, on parle de Bertolt Brecht. Ma thèse, qui n'est pas une idée comme ça, qui est basée sur l'observation des faits, les témoins, etc., c'est que Henri Freinet, qui va devenir compagnon de la Libération, ministre du général de Gaulle, puis fondateur de l'Union européenne des fédéralistes, et on voit bien ce passage de la résistance à l'Europe. Et on se souvient du mot de Robert Schuman, nous n'avons pas fait l'Europe et nous avons eu la guerre. Et elle va recevoir Freinet dès 1935 dans cet appartement. Et ensemble, ils vont créer le mouvement Combat. Et je dirais que Bertolt Brecht a été le Pygmalion d'Henri Freinet. Donc ce n'est pas simplement une femme qui était à côté du grand homme, comme on présente souvent les choses quand il y a un couple dans un combat. Non, elle était à part entière. Plus qu'à part entière, elle l'a créé d'une certaine manière. Et j'expliquerai pourquoi.
Et c'est pour ça que je m'attache beaucoup à cette figure féminine, féministe et combattante, en fait. Exécutée à Fresnes, alors non, elle n'a pas été exécutée. Déjà là, on voit toute l'ambiguïté de la mémoire, parce que finalement, je travaille aussi beaucoup sur la mémoire, en fait. Comment on se souvient? Pourquoi on se souvient? De quoi on se souvient? À l'échelle personnelle, mais à l'échelle collective aussi. C'est ça ma thématique de recherche, si vous voulez. Comme disait Paul Ricoeur, que vous connaissez ici, parce que c'est quand même grande figure de la pensée protestante, je m'intéresse à ce qui advient de ce qui est advenu. C'est son mot, merveilleux. Je m'intéresse à ce qui advient de ce qui est advenu. Donc il y a un événement, et comment cet événement ensuite est pensé, approprié, transformé, voire déconstruit, reconstruit, etc. Et dans nos vies, eh bien, on passe son temps à reconstruire sa propre histoire. Avec des oublis, des lacunes, des mensonges parfois, mais des mensonges par omission, et on finit par croire à nos mensonges par commission parfois. Bon, bref. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, elle n'a pas été exécutée, elle s'est suicidée. Même si les conditions de sa mort ne sont pas authentifiées, parce qu'on est en période de guerre, forcément, et les Allemands ne laissent pas de traces. Alors, on a dit qu'elle avait été décapitée à la hache, c'est un thème qui revient. Notamment Aragon, le grand poète Aragon a parlé de Bertolt Brecht. Et dans un beau poème, il parle justement de cette hache, mais qui est un mythe. Mais à l'époque, il n'était pas bien vu de se suicider, de dire que la personne qu'on aimait s'était suicidée. Donc exécutée, elle n'a pas été exécutée en fait. Deuxième photo que j'ai prise à côté du Panthéon, j'étais très surpris de voir réapparaître ce portrait que je trouve extraordinaire. C'est du street art, comme on dit, hein, fait par quelqu'un que j'ai réussi à identifier, qui n'était pas identifié au départ. Donc C215, illustre. Hein. Il y a toute une série de portraits que vous pouvez retrouver, y compris sur des boîtes aux lettres. Pardon, excusez-moi. Je trouve ce portrait magnifique. Vous voyez qu'elle existe toujours dans la mémoire collective. Et par des biais, par des voies improbables, en fait. Et un livre pour les enfants, donc elle existe aussi dans les livres, Résistance, 40 figures contre le nazisme, c'est chez Gallimard Jeunesse, et on évoque beaucoup les couples. Alors effectivement, il y a eu souvent l'amour du combat et le combat de l'amour dans ces périodes tragiques. Donc il y a en couverture, c'est Raymond Aubrac et Lucie Aubrac, couple très connu, hein. Grâce à Lucie Aubrac, il y avait des films sur elle, etc. Bon, un couple moins connu, quand vous ouvrez le bouquin, c'est Bertolt Brecht et Henri Freinet. Un duo efficace. C'est vrai que c'était un duo très efficace. Donc, vous voyez que la figure de Bertolt Brecht existe toujours, y compris dans l'espace public, même si les étudiants perdent un peu sa mémoire. Et donc, désolé de parler un peu de moi, mais il faut bien que je vous dise de quoi je parle, d'où je parle. Eh bien, effectivement, j'ai fait une biographie sur Henri Freinet, qui est sous-titrée justement « De la résistance à l'Europe », hein, aux éditions du Seuil. Donc, il y a un certain temps déjà. Hein. C'était pour un exercice universitaire qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches. Et puis, le dernier livre que j'ai fait, qui s'appelle « Résistance et conscience européenne », et où j'évoque la figure de Bertolt Brecht, mais de manière plus incidente. Donc Henri Freinet, c'est celui-ci, pour vous le situer. Hein. C'est le plus jeune ministre, entre guillemets, du général de Gaulle. Nous sommes à Londres. De Gaulle a créé le CFLN, Comité français de la libération nationale, un proto-gouvernement, avant d'arriver à Paris, quand Paris sera libéré au mois d'août 1944. Le plus jeune ministre, et il est déjà une figure emblématique de la résistance, très jeune. Et c'est cet homme-là qui va
connaître Bertolt Brecht, même si à ce moment-là, Bertolt Brecht, puisque là nous sommes fin 43, Bertolt Brecht est déjà morte. Alors je dirais que Bertolt Brecht, c'est d'abord un combat pour les femmes, un combat social. Mouvement féministe, je rappelle en quelques mots son histoire, très brièvement. Elle est née à Marseille. Avec des parents d'origine suisse, milieu protestant, engagé, philanthropie, etc. Avec des valeurs, une certaine austérité, si je puis dire. Elle aurait voulu être chanteuse. Elle avait des qualités de chant, paraît-il. Et bon, ça ne convenait pas à ses parents qui étaient extrêmement classiques, traditionnalistes. Saltimbanque, ça ne va pas dans la famille. Bon, après son brevet supérieur, elle va obtenir le diplôme d'infirmière et d'ambulancière. Hein. Mais peut-être que si ses parents l'avaient écoutée, on n'en parlerait peut-être pas aujourd'hui. Parce que, en tant qu'ambulancière et infirmière, d'emblée, très jeune, elle est confrontée au pire, c'est-à-dire à la guerre, et aux blessés dans les hôpitaux de Marseille. Donc dès sa prime jeunesse, elle est confrontée à ce que l'homme peut faire de pire à l'homme. Forcément, ça marque. Ça marque. Ensuite, elle va partir à Londres, parce que ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs, dans certaines familles, voilà, il faut avoir un réseau à Londres, il faut parler anglais, etc. Bon, elle parle français, allemand, anglais. Hein. C'est quand même assez rare à l'époque. Bon, cela dit, c'est moins rare dans un milieu comme le sien. Et donc, elle va rencontrer le fils d'un ami d'affaires de son père, Frédéric Albrecht, d'origine hollandaise, mais qui vit à Fribourg, qui se retrouve à Marseille et qui ensuite va repartir à Londres, puis en Hollande. Vous voyez, c'est une histoire déjà européenne. Je dirais que Bertolt Brecht est une figure nationale et européenne. Elle est déjà européenne, je dirais, dans son réseau et dans sa vie concrète. Donc elle se marie en 1918. Un mariage, lui, il est assez âgé par rapport à elle. C'est un paradoxe parce qu'elle va épouser quelqu'un qui a, je crois, 14 ans de plus, et ensuite elle va être la compagne de cœur et de combat d'Henri Freinet, qui lui a plutôt 14 ans de moins. Donc déjà, vous voyez, on est dans quelque chose qui n'est pas classique, qui n'est pas conforme aux normes, si je puis dire, si tant est qu'il y ait des normes. Mais à l'époque, il y avait des normes. Hein. Alors, autant épouser quelqu'un de plus âgé pour une femme, ça va, mais vivre alors qu'on est marié avec un homme qui est plus jeune, c'est quand même un peu plus original, si je puis dire. Mais le couple ne va pas bien s'entendre, en fait. Ils vont faire 2 enfants, mais lui est plutôt dans les affaires, hein, et elle n'est pas du tout dans cette dynamique, en fait. Hein. Au contraire, ses engagements vont beaucoup heurter son mari, hein, puisque à Londres, là où ils vont s'installer à partir de 1924, elle va être séduite par les luttes féministes, hein, qui se développent à ce moment-là. Elle va tout de suite, et ça c'est quand même assez impressionnant, hein, mais tout de suite elle va être dans les milieux non conformistes. Elle va créer des liens très forts, alors qu'elle n'est que la femme d'un banquier. Vous voyez ce que je veux dire? Infirmière, d'accord, mais elle n'existe pas particulièrement parce qu'elle a écrit, elle n'a rien écrit encore. Bon, et néanmoins, je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui a un charisme et qui attire. Vous savez, il y a des gens qui attirent, qui ont une aura, une pensée, un relationnel, un rayonnement, voilà, qui explique qu'elle s'est retrouvée dans les réseaux qui comptaient. Alors des réseaux un peu particuliers, puisque c'est l'Union sociale et politique des femmes. Donc féminisme et socialisme,
hein, vous voyez, associé, avec le birth control. Hein, elle va appartenir à la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle. Bon, c'est des termes un peu bizarres, hein, mais à l'époque, on voit bien ce que ça veut dire. La contraception, l'interruption volontaire de grossesse, vous voyez, on croyait que c'était des combats dépassés, mais aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité. Et elle va notamment se lier à Norman Ayre, qui est un immigré, gynécologue, sexologue, et qui va être l'ami du couple. Ils se reçoivent, vous voyez, c'est quand même assez intime comme relation. Et elle fait des rencontres importantes, comme le philosophe Bertrand Russell, en particulier l'écrivain Wells. Vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire, cette capacité à connaître les gens qu'il faut connaître à ce moment-là. Là, c'est Sylvia Pankhurst qu'on voit à l'image. Et donc, elle va la rencontrer. Et elle va être fascinée par ces gens qui s'engagent. Elle retourne en France en 1931. Et là, c'est la Ligue des droits de l'homme qui va être le milieu de son évolution. La Ligue des droits de l'homme, qui est dirigée par Victor Bache. Victor Bache, donc, qui est professeur à la Sorbonne, et qui malheureusement, comme elle, va être victime de l'occupation allemande en France, hein, puisqu'il va être assassiné, comme vous le savez peut-être. Elle est l'amie de Gabrielle Duchesne, que vous voyez sur l'écran. Elle aussi, figure du féminisme. Je vais vous montrer quelques femmes, hein, à travers Bertolt Brecht, des femmes qui ne sont pas forcément connues du grand public, si je puis dire. Elle aussi, c'est une figure du féminisme, mais dès avant 1914, elle va être pacifiste pendant la guerre. Et vous notez tout de suite le paradoxe, c'est-à-dire que ces femmes engagées dans le pacifisme vont se retrouver du côté de ceux qui veulent lutter armes à la main contre l'oppresseur. Parce qu'il y a un moment où le pacifisme ne peut plus être pacifique, si j'ose dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas le pacifisme inconditionnel. Mais il va falloir évoluer, et ce n'est pas simple, hein, pour quelqu'un qui prône la paix et qui va être obligé de s'engager dans la lutte armée. Elle est fondatrice de la Société des Amis de l'URSS. Vous voyez, ça situe un peu politiquement les choses. Et ça va devenir d'ailleurs, en 1934, Association pour l'étude de la civilisation soviétique. Bon. Même si Bertolt Brecht ne va jamais être engagé politiquement, encarté, si j'ose dire, peut-être compagnon de route, compagne de route, et Gabrielle Duchesne devient présidente de la section française du Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, dès 1934. D'ailleurs, elle va faire un voyage avec elle à Moscou pour étudier la politique sociale, la politique hygiéniste, et notamment la politique à l'égard de l'enfance. Visite de crèche, parce qu'il y avait à l'époque une politique en Union soviétique extrêmement forte au niveau des enfants, de l'éducation et des femmes aussi. Et donc on peut comprendre ce que ça représente à l'époque pour ces femmes engagées au service des femmes. Bertolt Brecht va s'illustrer au service de ce qu'on appelle la réforme sexuelle. Encore une fois, des termes qui nous font peut-être sourire aujourd'hui, mais c'est au tour de Norman Ayre, dont j'ai déjà parlé, qu'elle se retrouve au secrétariat de l'association d'études sexologiques. Et donc déjà un engagement au sein d'associations. Elle va passer son temps, si je puis dire, à créer des associations. Et moi, je pense en tant qu'historien, en tant que citoyen d'ailleurs aussi, mais en tant qu'historien, je pense que l'histoire ne se fait pas que à travers la politique, que ce soit la politique locale, la politique nationale, voire la politique internationale, sur un plan institutionnel. Non, l'histoire, elle s'écrit aussi par nous. Par exemple, aujourd'hui, vous avez organisé quelque chose, c'est de la réalité. C'est un petit événement,
Ça nous permet d'échanger des choses, des valeurs, des idées, des informations. C'est ça la société civile aussi. Ça peut être des associations dans lesquelles on milite, etc. Oui, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas croire que ce sont les autres qui font à notre place. Nous pouvons faire les choses. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé. Certes, Henri Freinet va être ministre, mais très peu de temps. Mais il va surtout s'engager dans des fondations, des associations. Et l'Europe a été construite en partie, je le dis, à travers des mouvements qui n'étaient pas des mouvements institutionnels au sens strict du terme. Et ça peut être des livres, ça peut être des manifestations diverses et variées, ça peut être des projets, etc., etc. Et les mouvements fédéralistes sur lesquels je me suis beaucoup penché, je veux dire, eh bien les mouvements fédéralistes montrent bien qu'on peut développer des idées, les faire entrer dans la réalité, autrement qu'en créant un parti politique, qu'en devenant ministre, etc., etc. Elle fait même une conférence, sa première conférence, Arnaud, en Moravie. Elle était très inquiète parce que c'était sa première prise de parole officielle. Donc elle demandait à ce qu'on relise son papier. Norman Herve a relu son papier en disant mais si, c'est très bien, il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que ce soit trop court. Voilà. Et donc c'est le congrès de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle. Parce que là derrière, il y avait aussi la conquête de la liberté des femmes sur leur corps, sur la procréation. C'est ça qui est derrière. Elle va créer une revue, là aussi le titre fait sourire, Le problème sexuel. Hein. Le problème, Paul Langevin, grand physicien, mais physicien engagé politiquement aussi, comme vous le savez, notamment au moment du Front populaire. Cette revue est extrêmement intéressante. On réclame la protection sociale de la maternité. La question de la maternité est au cœur de leurs préoccupations. On parle d'éduquer les jeunes à la sexualité et la liberté de contraception et liberté d'avortement. Elle est proche de gens qui nous sont peu connus aujourd'hui, mais qui sont connus des spécialistes de la question. Jean d'Alsace, spécialiste des questions de fertilité. Georges Heuyer, fondateur de la pédopsychiatrie. Vous savez que les grands progrès de l'espérance de vie, en France et ailleurs, sont essentiellement liés, après la Deuxième Guerre mondiale, à la question de la réduction de la mort de l'enfance, de la petite enfance. C'était ça avec des gens très célèbres, notamment le professeur Debré, mais pas celui qu'on connaît, mais le père. C'est ça aussi qui est à l'origine du grand progrès de l'espérance de vie. C'est la lutte contre la mortalité infantile et la mortalité des mères aussi. Moi, j'étais très surpris, ça, je vous une parenthèse, mais j'ai un petit peu travaillé sur le XVIIIe siècle, et j'étais très surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se remariaient. Mais tiens, c'est bizarre. Ils se remariaient parce qu'ils étaient veufs. Ils pouvaient être veufs 2 fois, en fait, dans leur vie. Pourquoi ? Parce que c'était les morts en couche, etc., etc. Il y avait une mortalité infantile et une mortalité féminine extrêmement importante. Donc ça, c'est un des grands progrès. Donc elle est dans ce milieu-là, si vous voulez. Magnus Hirschfeld, porte-parole des homosexuels, parce qu'il y avait aussi l'idée d'éviter de tout faire pour ne plus bannir les homosexuels. Il était juif, allemand, forcément à cette époque ça pose problème, et il va être réfugié en France et il va mourir à Nice en 1935. Voilà le milieu de gens qu'elle connaît. À Paris, elle reçoit d'Alsace en particulier, qui lui était communiste d'ailleurs, et il recevait dans sa célèbre maison de verre, 31 rue Saint-Guillaume à Paris, de nombreux intellectuels, plus ou moins marxistes, plus ou moins, parce que Walter Benjamin, donc grand écrivain, qui va malheureusement mourir au pied des Pyrénées en voulant quitter l'Europe assiégée par le nazisme. Il y aura aussi Picasso, Max Jacob, vous voyez. Un architecte franco-américain, Paul Nelson. D'après Freinet, il était débordant d'enthousiasme révolutionnaire. Des architectes du mouvement moderne,
proches de Le Corbusier, par exemple Jean Lurçat. Ce sont des architectes qui vont penser l'urbanisme, c'est-à-dire améliorer la vie des gens en transformant la ville, en rendant la ville plus humaine, plus hygiénique, plus accessible. Et lui aussi s'engage dans des comités antifascistes. Voilà. Et donc Henri Freinet, dans ses mémoires magnifiques, qui s'appelle « La nuit finira », c'est vraiment un très très beau texte. J'ai rencontré dans le salon de Berthier des gens qui étaient pour moi d'une espèce inconnue, gauche, extrême gauche, libre penseurs, francs-maçons, qui m'ont fait découvrir des horizons moraux, politiques et psychologiques tout à fait différents de ceux que j'avais connus jusqu'alors. Sans notre rencontre, mon existence en aurait été profondément changée. C'est un bel aveu. C'est un bel aveu. Henri Freinet, il venait plutôt des milieux de la droite lyonnaise, petite bourgeoise, père officier, frère officier, vous voyez, la mère pétainiste, comme la majorité des Français d'ailleurs. Il va être en lutte contre sa propre mère, parce qu'il va lui avouer ses sentiments à un moment donné, donc après 40, moment de 40, et sa mère va être très fâchée de ses positions, quoi. Donc lui aussi, il est en porte-à-faux par rapport à sa famille. Bertolt Brecht aussi. Forcément, vous imaginez, ses parents n'avaient pas rêvé ce destin pour elle. Et donc elle va rencontrer Bertolt Brecht, qui elle est déjà bien engagée dans des milieux de gauche, des milieux réformistes, voire révolutionnaires. Et c'est à ce moment-là qu'elle va le transformer. Elle va transformer cet homme en un combattant. Et même Freinet, donc, qui sort de cette bourgeoisie lyonnaise et milieu d'officier, on imagine le conformisme à l'époque des milieux officiers français. Il va même suivre des cours de Jean Baby sur le marxisme dans ce qu'on appellerait université ouverte aujourd'hui, université pour tous, à Paris. C'est un professeur d'histoire, alors lui qui est membre du PC. Baby est, comme beaucoup des gens qui tournent autour du couple Bertolt Brecht et Henri Freinet, membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Alors, Bertolt Brecht, qui est-elle? Son portrait. Et à la fin de ma présentation, je vais vous montrer un portrait, malheureusement, qui a été pris 3 jours avant sa mort, que j'ai retrouvé à l'occasion de la préparation de cette conférence. Bertolt Brecht. Je commencerai par Jeanne Sivadon. Jeanne Sivadon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une femme géniale aussi. Oui, ce que je vous dis, c'est Bertolt Brecht me donne l'occasion de parler aussi des femmes qui ont compté dans sa vie et je dirais dans l'histoire de la France. Jeanne Sivadon, la voici. Elle était, alors on est dans les milieux protestants de Paris. Elle va créer une école de surintendante d'usine, c'est-à-dire, c'est difficile à qualifier aujourd'hui, mais peut-être genre assistante sociale, pour travailler auprès des travailleuses, et les travailleurs aussi, mais d'abord les travailleuses, dans les entreprises, pour améliorer leurs conditions. Je vais vous en parler juste après. Et donc elle crée une école, 1 rue Princesse à Paris, et Bertolt Brecht va vouloir s'engager de manière plus substantielle, avec un diplôme, avec un statut, pour entrer dans les entreprises et lutter à sa manière. Vous voyez, il y a à la fois la lutte politique, la lutte contre les régimes liberticides, l'accueil des réfugiés politiques, mais il y a aussi le combat social pour améliorer le sort des ouvriers, un sort qui était extrêmement difficile comparé à aujourd'hui, bien entendu. Donc voici Jeanne Sivadon, et donc cette école de surintendante d'usine va devenir un noyau de la résistance pendant la guerre. Jeanne Sivadon, d'ailleurs, va être déportée, résistante. Donc on est dans ce milieu protestant engagé.
Pendant qu'elle me parlait, on est en 1936, 36-37, je la regardais et j'étais frappé par l'impression de clarté qui se dégageait d'elle. Elle était physiquement claire, avec des cheveux blonds argentés, une peau très claire et un tailleur bleu clair. Et puis surtout, elle avait des yeux d'un bleu myosotis, d'un bleu argent. Je ne pense pas qu'une seule personne qui a rencontré Madame Albrecht ait pu oublier son regard et ses yeux. Elle portait un joli chapeau, un canotier noir et une guirlande de fleurs dont la dominante était le myosotis tout à fait de la couleur de ses yeux. Madame Albrecht était tout à fait agréable à regarder. Voilà cette femme, hein, magnifique, de clarté, de transparence. Et je veux dire, cette transparence physique, c'est aussi une transparence morale, en fait. Henri Freinet, deuxième portrait. Henri Freinet, là c'est une photo Harcourt, lui aussi bel homme, très séducteur d'ailleurs, soit dit en passant, homme engagé. Et donc il la retrouve fin 40. Fin 40, lui, il va être combattant, comme tous les Français mobilisés, si vous voulez. Il va être fait prisonnier de guerre en 40, et il va s'évader. Et puis il revient à Lyon, à pied, depuis les Vosges, et ils vont se retrouver donc à Lyon, puis à Vichy. Bon. Et donc, il la redécouvre après un an à peu près d'absence. Elle n'a pas changé. Peut-être un peu maigrie, bouche volontaire, yeux bleus très clairs, coiffure sévère, où les cheveux blancs commencent à se mêler aux cheveux blonds, élégance toujours sobre. L'expression de son regard comme sa parole peuvent refléter tout aussi bien une extrême bonté qu'une rigoureuse fermeté. Voilà, bonté, beauté, fermeté. Tout ça dans une personne. Elle porte en elle la marque de l'éducation protestante qu'elle a reçue. Née Wilde, de parents suisses, elle a été élevée dans la région de Marseille, s'est mariée en Angleterre, où réside encore son mari, financier de la City, a eu 2 enfants, Freddy et Mireille. Elle avait la nostalgie de la France, où en 1934, elle revint, et c'est alors que je l'ai connue. En fait, c'est pas en 1934, c'est en 1931, mais c'est pas grave. Deuxième partie, ce combat humanitaire pour la liberté et la dignité. Déjà, j'ai un peu levé le voile, l'accueil des réfugiés victimes du nazifascisme. Une autre femme, Madeleine Braun, peu connue aujourd'hui, elle va être députée communiste et c'est la première présidente de l'Assemblée nationale française. Et avec Berthy, elle met en place un comité pour l'accueil donc des réfugiés. Ses appartements, elle a eu 2 appartements, Victor Emmanuel, qui va devenir avenue Franklin Roosevelt, vous voyez, c'est quand même un quartier assez chic, puis 16 rue de l'Université. Parce que son mari, qui était bon prince, si je puis dire, continuait à la financer. Et elle avait quand même une gouvernante, etc., donc elle vivait quand même dans de très bonnes conditions, en tous les cas jusqu'à un certain moment. Bien sûr, pendant la guerre, ça sera terminé. Mais jusque-là, elle vivait vraiment une vie de bourgeoise engagée, et l'argent qu'elle pouvait recevoir, elle le redistribuait. Dans ces appartements, d'après Henri Freinet, qui les rencontre à ce moment-là, il y a le sculpteur juif Jacques Lipchitz, par exemple, très connu. Il n'était pas connu à l'époque, maintenant il est très connu. Le romancier Gustave Regler, qui participe d'ailleurs à la politique de Willy Münzenberg, qui était une espèce d'organisation clandestine qui luttait contre le nazisme. Rudolf Leonhard, président de l'association des écrivains allemands en exil, qui sera ensuite interné au camp du Vernet. La romancière Anna Segers, donc, qui est très connue. Le psychologue Magnus Hirschfeld, j'en ai parlé. Le dramaturge Frédéric Wolff, vous voyez, des gens qui vont marquer leur domaine respectif. Il y a M. Karl Hale, par exemple,
qui est allemand, qui donne des cours d'allemand aux enfants. Ça, je l'ai appris par Mireille Albrecht, parce que j'ai rencontré assez souvent Mireille Albrecht quand je préparais mon bouquin sur Freinet. D'ailleurs, je vous montrerai un document qu'elle m'a donné, je l'ai photographié. Elle a écrit aussi une biographie une belle biographie sur sa mère. Et donc, c'est elle qui me disait que oui, ils avaient reçu des cours d'allemand de Karl Hell, qui est un homme de théâtre et de radio, que vous pouvez voir dans La Grande Illusion, d'ailleurs, si vous êtes attentif. Il est à côté de von Stroheim, et c'est lui qui transmet les instructions aux officiers français. Et il va participer à la guerre des ondes. La guerre des ondes, ça sera le locuteur allemand pour la radio française, ou la radio dite de Strasbourg, qui va être lancé par Pascal Copeau, futur résistant. Il s'agit de contrecarrer la propagande allemande, notamment. Et il sera déporté à Buchenwald en 1943. Là, j'ai beaucoup parlé des réfugiés anti-nazis allemands, et vous pouvez imaginer ce que ça peut être pour un homme comme Freinet. Freinet, il a été élevé comme tous les petits Français dans l'idéologie anti-allemande. Hein. On a gagné la guerre de 14, etc. Les Allemands sont des barbares. Donc la germanophobie n'était pas discutable à ce moment-là, et surtout dans son milieu, en fait. Mais là, il va découvrir l'allemand, non pas l'allemand en tant qu'ennemi, mais l'allemand en tant que victime de la politique allemande. Et donc c'est l'allemand victime, et pas bourreau. Et ça va être la source d'une révolution mentale. Et à ce moment-là, il quitte le schéma nationaliste de son éducation pour adopter une approche transnationale et antifasciste. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas la France et l'Allemagne, la question, c'est la liberté ou la répression. C'est ça la question qui se pose. Donc, on se bat en tant que Français, mais on se bat en tant qu'Européens et en tant qu'humains, en fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est un bouleversement total. Et c'est grâce à Bertolt Brecht qu'il a pu opérer cette révolution mentale et politique. Parce que lui, il n'était pas du tout engagé politiquement. À ce moment-là, vous l'imaginez bien. Et alors, donc, c'est l'Allemagne, mais c'est aussi l'Italie, qui va envahir l'Éthiopie. Il va y avoir de grandes manifestations, des vagues de pétitions en France et ailleurs, et on va créer un comité d'aide à l'Éthiopie, parce qu'il y a aussi le mouvement anticolonial là derrière, hein, parce qu'il y a, parmi les gens qui gravitent autour du couple, il y a aussi des gens qui luttent pour la décolonisation. Comité d'entraide à l'Éthiopie, recueillir des fonds pour aider les résistants à l'entreprise mussolinienne. L'Espagne bascule aussi dans la guerre civile, donc ça c'est bien connu. Là aussi, réfugiés, vague de réfugiés en France, camp d'internement, plus ou moins, entre guillemets, camp d'internement. Eh bien, on la retrouve au Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne républicaine. Oui, ce n'est pas qu'un combat franco-français, c'est un combat européen pour la liberté. On retrouve Victor Bache, Paul Langevin, vous voyez, c'est ce noyau dur des combattants pour la liberté. Comprendre, agir, alerter. Parce que oui, il faut comprendre aussi. Il ne faut pas simplement réagir moralement, il faut comprendre ce qui se passe. Et voilà ce qui va se passer. Ils se rencontrent donc, Henri Freinet et Bertolt Brecht, en 1934, dans le sud de la France, parce que les parents de Henri Freinet avaient une maison à Sainte-Maxime, et Bertolt Brecht avait demandé à son mari, à l'époque, de construire une maison à Beauvallon. Beauvallon. Donc ils ne sont pas très loin, et ils se rencontrent là, en fait, hein, de manière totalement innocente, si j'ose dire, hein, puisque Freinet n'était pas engagé politiquement à l'époque. Donc ils se rencontrent en villégiature, en fait.
C'est dans cette propriété, c'est Freinet qui parle, où je devais revenir ensuite si souvent que nous échangeâmes nos premières impressions sur l'inquiétude que nous ressentions l'un et l'autre devant la marée hitlérienne en Allemagne et la faiblesse à son égard des grandes nations démocratiques. Parce qu'ils sont très critiques à l'égard d'une certaine impuissance des démocraties à réagir. Et c'est ça le problème des démocraties. C'est une certaine faiblesse qui fait qu'elles ne peuvent pas réagir comme il faudrait quand des régimes sortent complètement de la culture démocratique. On le voit aujourd'hui si on regarde ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Nous retrouvions à Paris, en son appartement de l'avenue Victor-Emmanuel. Femme de cœur, elle ne pouvait se satisfaire de la vie mondaine à laquelle sa fortune et ses relations lui donnaient accès. Elle consacrait toute son activité à secourir les réfugiés allemands, et dans les propos desquels je m'instruisis sur la brutalité et la cruauté sadique des maîtres du Reich. Voilà. C'est elle qui fait son éducation, en fait. Quand elle va mourir, il va publier un magnifique article dans Combat, journal clandestin, « Vie et mort d'une Française ». Pour elle comme pour moi, la guerre était inévitable. Nous savions d'une absolue certitude qu'aucune concession ne satisferait le Moloch hitlérien et que, dans un avenir proche, deux formes de civilisation se heurteraient. Deux formes de civilisation. Nous savions que la France allait bientôt subir la grande épreuve. Nous décidâmes de nous y préparer afin de mieux servir. Voilà. On devient combattant, à sa manière. 37, c'est un moment décisif. Berthy donc entre à l'école de surintendante d'usine, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec Jeanne Sivadon, qui est elle-même fille de pasteur d'ailleurs. Henri, il sort de l'école de guerre, il était très bien noté, hein, c'est quelqu'un qui aurait pu faire une carrière classique et très performante, hein, s'il avait suivi le cursus normal. Il ne va jamais être que colonel, alors qu'il aurait pu accéder à un autre grade si il avait suivi une voie normale. Il est très bien noté parce que j'ai vu ses bulletins de notes, etc. Hein, j'ai travaillé là-dessus. Vraiment un type déjà hors norme. Hein. Je veux dire, ces gens-là, ils ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient déjà hors norme et très jeunes. Il sort de l'école de guerre, donc il aurait pu continuer, mais non. Avec Bertolt Albrecht, il décide, parce que c'est une décision commune, il décide qu'il va aller au Centre d'études germaniques de Strasbourg. Le Centre d'études germaniques de Strasbourg, Université de Strasbourg, grande université française, hein, à l'époque, et qui est un centre qui vise à analyser l'Allemagne. Mais l'analyser de manière académique, avec des vraies études, pas de la militance, hein, avec des germanistes, avec des économistes, avec des juristes. Et je pense notamment au professeur René Capitan, qui est un des premiers à nourrir une critique libérale et non marxiste du phénomène nazi. Et ces gens-là vont en Allemagne, ils étudient la société, bon, et donc ils accueillent des stagiaires, soit des étudiants qui préparent l'agrégation d'allemand, ou pour devenir prof d'allemand, si vous voulez, soit des officiers qui seront plutôt orientés vers les services de renseignement. À l'époque, on connaissait assez peu ce que c'était que le nazisme. Et donc chaque stagiaire doit faire un mémoire, je dirais un mémoire de haut niveau d'ailleurs, hein, genre mémoire de master, mais voire quasiment petite thèse, en fait, sur des questions allemandes. Vous voyez, on est en 1937. C'est-à-dire que ce qu'on veut combattre, il faut le connaître. Et voici le mémoire que j'ai retrouvé donc, dans des archives départementales du Bas-Rhin, à Strasbourg. Hein, voilà, Capitaine Freinet, une minorité allemande en Haute-Silésie polonaise. Donc c'est un vrai travail de recherche. Hein. Et qui se termine, donc, c'est signé Freinet, 1er juin 1938. Il n'est donc pas impossible que demain, la population allemande de Haute-Silésie, ignorée du grand public, ne vienne au premier plan de la scène politique
Et c'est là que réside l'intérêt de la question organisée, esquissée dans le présent mémoire. Effectivement, mourir pour Danzig, ça va commencer là, à Danzig, suite à des découpages géographiques stupides de l'après-Première Guerre mondiale. Donc voilà, Freinet va être un spécialiste, si je puis dire, de la question allemande, parce que il va être avec ses collègues stagiaires et chacun va développer un mémoire. Par exemple, la religion, l'antichristianisme du nazisme, par exemple. Parce que le nazisme est, oui, une forme majeure d'antichristianisme. Par exemple, l'économie, la politique à l'égard des jeunes, etc., etc. Donc il va être dans ce brain trust et ça va bien entendu appuyer sa démarche, qui était au départ une démarche humanitaire. Mais l'humanitaire ne suffit pas. Il faut la connaissance. J'ai lu Mein Kampf dans le texte et le mythe du XXe siècle de Rosenberg. Je sais ce que signifie le culte de la race et du sang, la suprématie des Aryens sur la race d'esclaves. Voilà. Et c'est là où il développe cette idée selon laquelle il faut faire un distinguo entre l'allemand et le nazi. Et c'est ce qui va d'ailleurs justifier le fait qu'après la guerre, il va militer pour qu'on réintègre l'Allemagne dans le concert des nations, pour pas de nouveau créer un bannissement qui va reproduire une guerre. Mais à l'époque, il était assez seul. Il était assez seul, voire l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. D'ailleurs, j'ai fait un colloque récemment à Florence au mois de septembre sur ce thème, et ça va être publié et mis en ligne d'ailleurs dans une revue qui s'appelle l'Europe en formation, qui est abritée à Nice. Oui, 38, c'est l'année de l'Anschluss, l'Europe est au bord de la catastrophe. Et rares sont les officiers français, aussi incroyable que ça paraisse, qui ont lu Mein Kampf dans le texte. C'est-à-dire, il y avait un succédané qui était publié en France, mais l'édition originale, en allemand, il l'a lu. Et donc il n'est pas du tout entré en résistance, et encore moins Bertolt Brecht, dans une logique anti-allemande. C'est dans une logique anti-nazie. Au service des travailleurs et des travailleuses, c'est le deuxième combat, un stage aux Galeries Lafayette, où elle va observer ce qui se passe au service manutention. Là aussi, la connaissance, pas que la militance, la connaissance de ce qui se passe concrètement. Ce n'est pas les grandes pétitions de principe qui comptent, c'est la compréhension de la réalité. Et ça, c'est un message qui est valable encore aujourd'hui. Il faut connaître la complexité du réel, si on veut agir sur le réel. Elle écrit un mémoire, un rapport qu'une historienne a analysé d'ailleurs, dans un livre, très approfondi, et au nom de la vérité, sur la vie des femmes dans cette grande machine. Et ça se termine par cette phrase, d'ailleurs, si l'on peut relever quelques critiques ici et là, elle ne les vise en rien, c'est-à-dire qu'elle parle des personnes de l'encadrement qui pourraient améliorer l'organisation. Il ne s'agit pas d'individus, mais d'un système, et j'estimerais manquer à une droiture élémentaire en disant autre chose que ce que je crois être la vérité. Voilà, ok, même si ça gêne le patron et l'encadrement, il faut qu'elle dise les choses. Elle propose des dispositifs pour améliorer la mission de ces femmes au service manutention. Vous voyez, la réalité dans le détail. Elle va évoluer dans 4 entreprises. La fabrique Barbier Bernard et Turenne, c'est des appareils d'optique destinés à la marine. Elle va créer un service social, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de services sociaux, malgré 1936. Novembre 1939, elle est mutée à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Pendant quelques mois, très mauvaise expérience d'ailleurs, parce que ses propositions ne vont pas être beaucoup acceptées, elle n'aime pas trop cette ville, et elle est seule, sans ses enfants,
sans Freinet, très seule. Elle se bat par exemple pour imposer une soupe chaude ou exiger des lunettes pour les ouvriers de l'atelier de soudure. On lui dit mais non, on n'est pas là pour donner de la soupe aux ouvriers. Bon, elle va acheter des légumes au marché avec son adjointe et elles vont faire la soupe. Madame Albrecht. Et puis ensuite, les usines Fulmen à Clichy, c'est les accumulateurs repliés à Vierzon. Et c'est là où la guerre va l'attraper. Et elle va quitter donc Vierzon pour Lyon et retrouver Freinet, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc arrive la guerre, l'occupation. Mais vous savez que l'occupation, jusqu'en novembre 1942, il y a une partie qui est directement soumise aux Allemands, avec une ligne de démarcation, hein, et ensuite, au sud de la Loire, c'est le régime de Vichy, la zone dite libre. Je dis bien dite libre. Elle entre au commissariat à la lutte contre le chômage, là encore une autre forme d'engagement. Ça se trouve à Villeurbanne, donc à côté de Lyon. Et c'est dirigé par un type assez extraordinaire, Henri Maud, polytechnicien humaniste, qui va essayer de protéger Bertolt Brecht et les résistants qui fourmillent dans ce commissariat, alors que Vichy est là et surveille, et d'ailleurs elle va être obligée de démissionner. Elle est l'inspectrice régionale. Et c'est quand même un poste à responsabilité. Mais elle développe une action clandestine sous cette couverture. Par exemple, elle embauche Yvette Baumann, surintendante d'usine. Hein, on voit bien le lien, les réseaux qui s'interpénètrent. Hein, comme dirait un sociologue, la force des réseaux faibles. Hein, des réseaux faibles qui s'allient, ça fait de la force et de la puissance. Donc Yvette Baumann, qui va être arrêtée et déportée, et qui va être l'adjointe de Bertolt Brecht dans le mouvement combat. L'activité réelle, c'est faire travailler les femmes au chômage, ateliers de couture pour confectionner des costumes de théâtre, de la layette, etc. Mais on va savoir on va découvrir cette double activité de Berti, et donc elle devra démissionner. Ça, c'est une lettre qu'elle écrit justement au commissaire adjoint à la lutte contre le chômage. Voici l'écriture très sûre, hein, très belle, de Bertolt Brecht. Donc une photo de Yvette Baumann, ici, avec Jean-Guy Bernard, qui va être le secrétaire général du mouvement combat. Alors, le réseau Jeanne Sivadon, directrice de l'école des surintendantes d'usine. En préparant cette conférence, j'ai un peu fouillé dans mes archives personnelles et j'ai trouvé ce texte qui est le texte d'une conférence, d'une causerie qu'elle fait à la Libération. Elle revient de déportation et on l'invite c'est le pasteur Adjé, m'a demandé il y a quelques jours de vous parler de ma captivité. J'ai tout d'abord répondu non. Parce qu'elle dit ça n'intéresse personne et puis c'est pas la peine de parler de ça. Bon, et puis après elle dit bon, ok, je vais quand même parler. Voilà. Et je suis bien de l'avis du pasteur de Purie, et je vais vous expliquer pourquoi j'en parle, lorsqu'il dit qu'il faudrait que nous recevions chaque heure de notre vie comme le captif reçoit les premières heures de sa libération. Alors tout semblerait beau et facile. Voilà la leçon de vie. Donc, le combat politique et spirituel. Parce que vous avez appelé la série de conférences, vous avez mis le mot spiritualité, je crois, dans le cycle de conférences. Eh bien, là aussi, il y a un combat politique et spirituel. Alors, spirituel dans tous les sens du terme, hein, dans le sens classique et dans le sens consacré, si j'ose dire. Pour la France et pour l'Europe.
Oui, Combat, c'est le plus grand mouvement de résistance dans la zone sud. Elle va jouer un rôle fondamental. Et elle ne va pas jouer les utilités. C'est Claude Bourdet qui le dit. Claude Bourdet qui va fonder le Nouvel Observateur, d'ailleurs, après la guerre, etc. Grand monsieur, fils d'un grand homme de théâtre. Et il va écrire un livre magnifique qui s'appelle L'aventure incertaine. Et surtout, son ami Bertolt Albrecht avait contribué à l'éclairer politiquement, à liquider ses préjugés de classe, à lui ouvrir les yeux sur la gauche, sur le socialisme et le communisme. Bon, à l'époque, Bourdet est très engagé à gauche, plus que Freinet. Venue le rejoindre à Lyon dès la fin 40, elle continue à exercer son influence démystificatrice et devint la seconde cheville ouvrière du mouvement. La seconde, ça veut dire qu'il y a Freinet et elle. C'est un duo, comme le dit le petit bouquin Gallimard Jeunesse. C'est un duo. Je passe rapidement. Combat, c'est la fusion de liberté et du mouvement de libération nationale. Des intellectuels, Jean-François de Menton, pas mal de profs d'université d'ailleurs. Ça devient Combat. Et ensuite, il y aura Libération avec le couple Aubrac, puis Franc-Tireur, et ils vont créer les mouvements unis de résistance. Voilà pour faire simple. Et comme le disait le colonel El Passy, le chef des services spéciaux du général de Gaulle, à Londres, Combat, c'est la cellule mère de la résistance. Parce qu'ils vont... C'est pas un réseau. Il faut faire la distinguo entre le réseau et le mouvement. Un réseau, c'est sur un segment, par exemple, les armes, par exemple, les liaisons, par exemple. Bon. Mais là, c'est une contre-société, si je puis dire. Et donc, vous avez Freinet, Jean-Guy Bernard, et bien sûr Bertolt Albrecht, mais qui est partout. Donc, on crée les services généraux. Service social, Bertolt Albrecht. Pourquoi c'est important le service social? Parce qu'il y a un moment où les résistants deviennent des résistants intégraux, c'est-à-dire qu'ils sont dans la clandestinité. Alors, qu'est-ce que fait le chef de famille quand il ne peut plus gagner de l'argent? Que deviennent les enfants? Ben oui, il faut les aider matériellement. Là aussi, on n'est pas dans les pétitions de principe, on est dans le concret. Ben, il y a la question du logement, etc. Il faut trouver de l'argent. La résistance, c'est d'abord trouver de l'argent pour faire vivre une organisation clandestine. Logement, liaison, imprimerie, faux papier, voilà, ça, les services généraux, c'est vraiment l'échelon stratégique, névralgique. Ensuite, recrutement, organisation, propagande, noyautage des administrations publiques, services de renseignement, groupe franc, choc, qui va devenir l'armée secrète, etc., etc. Organisation par région, c'est ça la résistance aussi. Malheureusement, Freinet a tendance à écrire beaucoup des rapports, et les Allemands et des traîtres vont tomber sur des rapports et qui montrent que Freinet est l'homme le plus recherché. L'homme le plus recherché en 1943, c'est pas Jean Moulin, c'est Henri Freinet. Les documents allemands en témoignent. C'est la presse, Vérité, Combat, Victoria. Donc Berti va faire énormément de choses, rédaction de tracts, circulaires, bulletins, aide aux familles, etc. Et voilà les petits bulletins, au départ, qu'il répandait. Alors, il planquait ça dans des revues, Marie-Claire, Signal, etc. Et puis, on allait les distribuer. C'est des petits bulletins comme ça. Ça, c'est un original que j'ai chez moi. Donc, c'est elle qui a tapé ça. C'était des renseignements très précis, d'ailleurs. Ce n'était pas du blablatage, si j'ose dire. C'était des informations concrètes, parce qu'ils ont organisé un système de renseignement. Pour agir, il faut être renseigné. Et il y a eu une étude, ça c'est un document inédit, l'Allemagne et le christianisme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des informations techniques, militaires, etc., mais c'est aussi savoir quelle est la position des nazis par rapport au christianisme. Et c'est en cela qu'il y a aussi une dimension spirituelle. Dans le milieu lyonnais, que connaît bien Henri Freinet, bien entendu, on va les retrouver autour de, par exemple, Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit. Et c'est sur les presses du moment Combat que les cahiers clandestins des témoignages chrétiens vont être publiés. Premier mouvement de résistance spirituelle. France prend garde de perte en âme. Et comme le disait François Vérillon,
donc il lui est catholique, jésuite. La grandeur chrétienne n'est pas dans l'évasion, mais dans l'affrontement. Voilà, ça c'est le leitmotiv de tous ces gens. La grandeur chrétienne n'est pas dans l'évasion, mais dans l'affrontement. Le père Chaillet, grand jésuite de Fourvière, c'est que Fourvière c'était le cœur des jésuites de l'époque, qui va être mis un peu à l'index d'ailleurs après la guerre. Voilà, donc ils veulent lutter contre la mystique de la race et du sang. Voilà. Donc c'est un combat contre l'antichristianisme qui est à la base du racisme en fait. Et le pasteur Roland de Pury, ça je pense que c'est très important d'en parler. C'est pas parce que je suis ici que je vais en parler, mais il a joué un rôle important. Roland de Pury, c'est un théologien, un pasteur que connaît Berti en fait. Ils vont devenir très proches, en lien avec Karl Barth notamment. Et Roland de Pury va participer au témoignage chrétien. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des catholiques, des protestants, des juifs d'ailleurs. Il y a un œcuménisme assez extraordinaire. Il travaille dans des organisations d'aide aux enfants, dans le cadre de la CIMAD, l'OSE, Chambon-sur-Lignon, les passages franco-suisses. Et il va être arrêté quelques jours après l'arrestation de Berti Albrecht, d'ailleurs. Oui, parce qu'ils étaient dans les mêmes réseaux. Juste parmi les nations, Roland de Pury. C'est-à-dire qu'il a aidé des juifs à échapper au pire. Et donc ils vont souvent au temple de la rue Lanterne, très connu à Lyon, pour écouter une parole libre. Alors jusqu'à un certain point, bien entendu, au fur et à mesure des événements, cette liberté va se réduire. Quelle joie était-ce pour nous que d'écouter cet homme dire à haute voix, devant un nombreux auditoire, et en termes à peine différents, ce que nous écrivions dans nos feuilles clandestines. Voilà. Ça aussi, c'est une forme de résistance. Et je passe sur le célèbre sermon du pasteur de Pury qu'il faudrait enseigner dans les écoles. Mieux vaudrait la France morte que vendue, défaite que voleuse. C'est puissant. C'est puissant. La France morte, on peut pleurer sur elle. Mais la France qui trahirait l'espoir que les opprimés mettent en elle, mais la France qui aurait vendu son âme et renoncé à sa mission, nous aurait dérobé jusqu'à nos larmes, elle ne serait plus la France. Voilà, donc toute une série d'intellectuels, André Philippe, très connu du milieu. Libérer l'Europe, j'en terminerai là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas seulement de libérer la France, il faut libérer l'Europe. Et voici le texte que m'avait remis Mireille Albrecht. C'est le manifeste de ce qui est à l'origine de combat, le mouvement de libération française de novembre 1941. Et c'est elle qui l'a annoté ici. Ça, c'est son écriture, voyez. Vous vous souvenez de son écriture tout à l'heure? C'est la même, en fait. Elle va annoter. C'est-à-dire que, vous voyez, elle n'est pas simplement dans la logistique, elle est aussi dans la construction de l'idée du mouvement, de sa politique, en fait. Et ce texte se termine par « libérer le territoire de l'ennemi, c'est bien, ce n'est pas assez. Il faut changer le monde, il faut changer les choses, il faut changer la politique. » Et vers quoi il faut tendre? On est en 1941, quand même. Il faut tendre à l'instauration d'une Europe politiquement, économiquement et spirituellement unie, étape vers l'unité mondiale. Vous voyez, penser ça à cette époque, c'est quand même assez vertigineux. C'est une préscience assez inouïe. Et donc, Combat, donc ça c'est la revue du mouvement Combat, revue clandestine, en septembre 1942, c'est un deuxième manifeste, le manifeste de Combat. Eh bien oui, il faut tendre vers les États-Unis d'Europe. Étape dans la voie de l'unité du monde. Donc Berti Albrecht était une grande Française, mais une grande Européenne également. Résistance, espoir de l'Europe, hein, ça c'est après ça. Alors j'en termine par des choses tristes, je suis désolé, parce que l'histoire est tragique. Trahison, arrestation. Le problème, c'est que le système répressif allemand a pu se développer, se déployer, parce qu'il y avait des complicités. On considère que, un historien avance l'idée qu'il y avait à peu près 30 000 Français qui ont travaillé pour les Allemands comme supplétifs
de la répression. 30 000. Première arrestation, il y a 3 arrestations. Première arrestation, là c'est la police française. Suite à une trahison d'ailleurs, elle est internée 3 jours. Avec toute une série d'arrestations. Emmanuel Mounier, le grand philosophe, etc. Ils sont une quarantaine à avoir été arrêtés. Bon, je dirais que c'était pas... les Allemands n'étaient pas encore en zone sud, donc c'était moins tragique, ce sera moins tragique qu'après. Donc Bertolt Albrecht est appelé par le directeur de la surveillance du territoire qui est à Vichy, et donc la DST, entre guillemets, et il lui dit, voilà, nous savons que vous êtes proche de M. Freinet, est-ce qu'on ne peut pas essayer de négocier avec lui, est-ce qu'il peut venir à Vichy? Pierre Puchet, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Et c'est ce qui va se passer. Donc Freinet va réunir le comité stratégique de combat, il va dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? On lui dit, vas-y, on ne sait jamais. Et à partir de ce moment-là, Freinet va être extrêmement critiqué par les autres mouvements, parce que la résistance, c'est un milieu très complexe, hein. Donc je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais très complexe, il va être extrêmement critiqué, on va l'accuser en fait de trahir carrément, de pactiser avec Vichy, alors que non, il voulait simplement libérer ses amis, parce qu'il y a 40 personnes, donc lui, il a une responsabilité énorme. Les visages de tous ses amis m'apparaissent un à un, ils semblent me sourire, que faire mon Dieu, que faire? Je me sens coupable d'être là, épargné, alors qu'ils sont en paix dans cette bataille où je les ai entraînés. Bon, c'est une affaire qui va vraiment pourrir l'image de Freinet à tort. Mais je ne peux pas développer. Deuxième arrestation, par la police française, encore, suite de nouveau à une trahison. Mai 42. Elle est internée à Vals-les-Bains, en Ardèche. Elle fait une grève de la faim. Là aussi, ça montre son caractère. Et elle dit dans une lettre, « Pour moi, je suis décidée à aller jusqu'au bout. » Voilà, vous lisez cette phrase, qui est extraordinaire. Elle est transférée à la prison de Saint-Joseph à Lyon, jugée et condamnée parce qu'elle voulait une condamnation. Elle dit, vous m'internez, mais je veux une condamnation, en bonne et due forme. Elle simule la folie, et donc elle va au Vinatier, qui est un centre psychiatrique qui existe toujours, d'ailleurs, de très haut niveau, à Bron, à côté de Lyon, et elle s'évade le 23 décembre, avec la complicité des groupes francs de combat. Bon, vous voyez, c'est quand même incroyable. Et elle aurait pu se mettre à l'abri à ce moment-là, se mettre au vert, comme on dit. Elle va le faire pendant un certain temps, mais elle ne va pas résister à la nécessité d'être présente sur le terrain. De nouveau une trahison, avec une femme, malheureusement, aussi, qui s'appelle Edmée de Latraz. La Gestapo, là, c'est pas la police française, ça change. Elle est arrêtée à Mâcon, à l'hôtel de Bourgogne, ou sur la place. Les thèses se contredisent en Saône-et-Loire. En fait, elle avait reçu un mot qui était destiné à Freinet, parce qu'à ce moment-là, elle est à Cluny, dans une famille assez connue, la famille Gouze, c'est-à-dire la famille de la femme de Mitterrand, Daniel Gouze, en fait. Parce que les parents de Daniel Gouze étaient des résistants. Ils étaient proches de Freinet, d'ailleurs. Freinet a toujours été proche de Mitterrand, même s'ils n'ont pas toujours partagé les mêmes idées. Parce que Mitterrand l'a rencontré dans la clandestinité, en fait, en 1943. Et c'est Freinet qui préparait le bac avec la future Danielle Mitterrand. Ceci dit pour l'anecdote. Et d'ailleurs, ils vont habiter un moment rue Guynemer à Paris, sur le même palier. Et ils vont créer ensemble d'ailleurs un mouvement, qui est oublié aujourd'hui, mais un mouvement européen politique, l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, qui va jouer un rôle important dans ce régime parlementaire qui a été la 4e République. Mais Freinet va quitter le mouvement parce qu'il voulait plus s'engager au niveau de l'Europe. Fort de Montluc, à Lyon, puis Fresnes. Donc voilà cette dernière photo que je viens de retrouver. La dernière photo
de Bertolt Brecht. Vous voyez, elle a vieilli, mais toujours ce regard intransigeant. Elle sait qu'elle va vers le pire. Son corps est retrouvé dans le cimetière de la prison en mai 1945. Henri Freinet va l'identifier. Vous imaginez le choc que ça peut représenter. Donc on pense qu'elle s'est suicidée par pendaison, mais Henri Freinet, comme il va être ministre des prisonniers déportés et réfugiés sous De Gaulle, il va obtenir que son corps donc, se trouve dans le caveau numéro 5 du mémoire de la France combattante au Mont Valérien, que tout le monde connaît. Il y a 2 femmes, elle et René Lévy. Et comme je vous dis, De Pury va être arrêté le 30 mai. Elle écrivait le 15 mai 1943, vous voyez, à son mari, puisqu'ils étaient toujours en contact, « La vie ne vaut pas cher, mourir n'est pas grave, le tout c'est de vivre conformément à l'honneur, à l'idéal qu'on se fait. » Voilà, conformément à l'honneur et à l'idéal, ça aurait pu être le titre de cette conférence en définitive. Voilà. Il y a un beau portrait d'ailleurs que je ne lirai pas parce qu'il est trop tard, mais de Guylain Bénouville qui était très proche de Freinet pendant la guerre, pendant l'occupation, et qui va écrire un livre magnifique, Le sacrifice du matin, il va développer un portrait magnifique de Bertolt Brecht. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.